Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Public TV. Merci de nous retrouver pour notre émission quotidienne sur la présidentielle 2017. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Pavageau. Bonjour. Bonjour. Secrétaire confédéral de Force ouvrière. Pascal Pavageau, l'avenir de la fonction publique est au cœur de cette campagne présidentielle. On parle beaucoup de suppression de postes chez certains candidats. Est-ce que FO va soutenir de manière plus ou moins officielle l'un ou l'autre des candidats ? FO ne soutiendra personne. Il n'y aura aucune consigne de vote de Force ouvrière, ni contre quelqu'un, ni pour quelqu'un. Vous savez, l'indépendance, nous l'avons chevillée au corps. Donc bien évidemment, il n'y aura aucune consigne de vote de Force ouvrière, comme ça n'arrive jamais à l'ensemble des élections, quelles qu'elles soient. Alors j'ai quand même repris certaines déclarations de Jean-Claude Magny, notamment. Il s'engage, il dit, je le cite, « Certains programmes sont dangereux ». Il dit par ailleurs « La réduction des effectifs dans le service public, c'est stupide ». Bon, phrase choc plutôt dirigée contre François Fillon. Vous engagez tout de même. On n'a pas attendu cette présidentielle pour dire que la réduction dans la fonction publique, c'était stupide, surtout la réduction idéologique. Votre présentation est intéressante. Vous dites l'avenir de la fonction publique ou du service public est au cœur de la campagne. La preuve, plusieurs candidats prônent de la suppression d'effectifs. Alors si effectivement l'avenir du service public républicain, c'est la suppression des services publics et des effectifs publics, oui, c'est stupide. Et là, ça nous pose un problème. Mais ce n'est pas une position contre l'un ou contre l'autre. Ce n'est pas une position contre 120 000 ou contre 500 000 ou contre le chiffre que vous voulez. On attend autre chose de candidats à la présidentielle qui deviennent président de la République, donc qui sont de fait derrière le chef de l'ensemble du service public républicain au service de l'ensemble de nos concitoyens. Donc on attend autre chose en matière d'avenir de la fonction publique et du service public. Donc sur le fond, sur les missions, justement, ces missions, clarification des missions, on n'en parle pas tellement. Mais on ne parle jamais des missions et on ne parle jamais des besoins. Oui. Et ce n'est pas nouveau. Enfin, quand Nicolas Sarkozy est élu président de la République en 2007, nous lui disons, Force ouvrière, Jean-Claude Magny lui dit pendant l'été 2007, nous avons besoin d'un débat qui soit quel besoin public, quelle mission publique pour répondre à ces besoins publics et enfin quelle organisation du service public pour mettre en place les missions publiques répondant aux besoins publics. Le président de la République, fraîchement élu, Nicolas Sarkozy, répond « Oui, vous avez raison, je vais le mettre en place ». Résultat des courses, il ne le fait pas, il met en place la RGPP, qui est donc une mesure purement économique pour sabrer des postes de fonctionnaires et des missions publiques. Justement, on a le même débat. Ça a duré quelques semaines, c'était révision générale des politiques. Ah non, ça a duré des 5 années. Non mais au début, il y avait la philosophie. Je poursuis, si vous permettez. Même schéma, changement de président de la République, nouvelle majorité, 2012, M. François Hollande est élu président de la République. Nous avons eu le même débat en lui disant on a besoin des besoins publics, du débat sur lesquels sont les besoins publics d'aujourd'hui. On nous répond oui, oui, tout à fait, on va le mettre en place. Résultat des courses, ça s'appelle plus la RGPP, c'est la MAP, modernisation de l'action publique, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on gère le service public selon une équation comptable visant à respecter des pseudo-objectifs de réduction du déficit public imposés par Bruxelles. Ça, c'est stupide et aberrant. Donc ce que vous dites au futur président, j'imagine... Parlez des besoins. Parlons des besoins, quel modèle de société on veut, quel modèle de fonction publique, quel modèle de société, donc sur le fond. Calibrer les missions publiques en fonction de nos besoins publics et ensuite et seulement à la fin les réorganisations potentielles des services publics entre les différentes branches de la fonction publique et ou après avec des éléments par exemple en matière de formation, en matière de nouvelles qualifications parce qu'on a des besoins nouveaux mais qu'on n'aborde pas d'emblée uniquement l'équation budgétaire en disant je vais en supprimer X ou Y. Alors vous y avez répondu en substance mais quel regard vous portez sur la manière dont a été géré? J'ajoute, excusez-moi. Mais j'ajoute, c'est un point important. On ne peut pas dire qu'un fonctionnaire, et particulièrement un fonctionnaire dans l'hospitalière, qui a une vocation à prendre soin des autres, voire à leur sauver la vie, est une charge de la dette. Ça n'est pas admissible. Ça, c'est un non-sens absolu. Je veux dire, notre service public et les agents publics qui le font vivre, c'est pas une charge, c'est pas une dette, c'est au contraire quelque chose d'extraordinairement positif, c'est notre richesse collective. Est-ce que c'est justement parce que, selon vous, sous les 2 derniers quinquennats, on a abordé la fonction publique, et est-ce que vous dites sous des angles budgétaires de suppression de postes, que peut-être les agents publics se sont détournés de l'exécutif de gauche et puis de droite, et qu'ils se tournent peut-être maintenant de façon assez forte, on le voit dans nos enquêtes d'opinion, vers le Front National? Je ne sais pas répondre à ça. Ce qui est clair, c'est que depuis
une quinzaine d'années, on tape sur la figure effectivement des agents publics comme s'ils étaient effectivement une dette ou une charge. Leurs conditions de travail sont exécrables. Leurs moyens sont quasiment réduits à néant. Enfin, on est à l'os à peu près partout dans les administrations. Or, les besoins publics ont explosé et tous les citoyens que nous sommes des usagers du service public parce que nous avons tous les jours besoin d'un service public. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se rend dans notre administration et on râle parce que justement, la réduction des moyens fait qu'on n'arrive pas à répondre à nos besoins publics. Et en ne répondant pas à nos besoins publics, on en crée d'autres au niveau de la société. Donc, il y a un vrai phénomène de ras-le-bol, d'abord par les agents publics, mais beaucoup plus globalement par l'ensemble de nos concitoyens. Alors après, il y a une gestion différenciée selon les ministères depuis quelques années. Il y a quand même eu des secteurs qui ont été plutôt bien traités. Je pense à l'éducation nationale, des créations de postes, à la police, gendarmerie, justice. D'abord, quand vous discutez avec les enseignants ou d'une manière générale l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, c'est pas le ressenti qu'ils ont. Parce que entre l'affichage politique des uns et des autres et la réalité concrète en matière de moyens mis à disposition, généralement, il y a un delta. Vous parlez des services de sécurité, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un attentat en France pour qu'on se rende compte qu'on a besoin effectivement de services de police, qu'on a besoin, je ne sais pas, il faut qu'il y ait un incendie pour se rendre compte qu'on a besoin de pompiers. Prioritaire dès 2012, quand même, la sécurité, police, gendarmerie. Il a peut-être été identifié dans l'affichage politique par les uns, par les autres, parce que c'est pas nouveau, mais dans les faits, les réductions en matière de moyens dans les gendarmeries, dans les commissariats, ils ont été drastiques depuis une dizaine d'années, toute majorité confondue. Et la réalité sociale aujourd'hui, la réalité concrète, déplacez-vous. Moi, mes camarades de FO Police font un livre qu'ils mettent à disposition sur leur site sur l'état, le top 10 des meilleurs commissariats en termes de moyens. Mais c'est intolérable de voir les conditions dans lesquelles les policiers travaillent et nos concitoyens, lorsqu'ils se rendent dans un commissariat de police ou de gendarmerie, sont accueillis. Enfin, c'est absolument hallucinant. Donc, on a un vrai problème en termes de moyens publics. Donnons les moyens publics aux agents publics de réaliser des missions publiques pour répondre à des besoins publics. D'autant plus on n'a pas besoin d'attendre un attentat ou un incendie. D'autant plus que les Français, on le voit aussi dans une enquête qu'on avait publiée en février, les Français sont très attachés à leurs services publics, notamment dans les territoires. Vous avez, Jean-Claude Mailly l'a dit, le constat que vous faites est encore plus fort dans certains territoires ruraux où pour le coup les services publics s'éloignent. Nous sommes dans une situation aujourd'hui d'abandon républicain. Depuis 10 ans, dans la plupart des départements, on a supprimé 50% des bureaux de poste, on a supprimé de l'ordre de 20% de services de lits d'hôpitaux, on a supprimé des trésoreries, on a supprimé des services publics de proximité, j'allais dire de première nécessité. À cela s'ajoute la réforme territoriale où on est en train de passer par fusion des communes, par à terme suppression des départements et fusion des régions, d'un élu de la République pour 100 habitants à un élu de la République pour 3000 habitants. C'est pas uniquement une désertification territoriale des services publics de proximité, c'est un abandon républicain. On se retrouve dans 75% du territoire national avec plus rien. On n'a même plus le maire de proximité pour répondre aux besoins publics de nos concitoyens qui sont exacerbés par le fait qu'il n'y a plus le service public de proximité. On a créé des maisons de services aux usagers quand même, des projets de mutualiser différents services aux usagers, de les regrouper dans certaines collectivités locales. Ça fonctionne, ça a été expérimenté dans certains territoires. C'est clair que sur un désert, si vous créez une petite mare d'eau, inévitablement, ça va nous permettre d'étancher un tout petit peu notre soif. Mais la réponse, elle n'est pas là. Loin des besoins. On n'est pas là. Et en plus, on a supprimé le service public qui répondait à des besoins. On a un désert, on s'aperçoit qu'il y a des besoins publics qui explosent. Donc on crée une solution intermédiaire qui est nettement moins bonne que la précédente. Donc réinternalisons des services publics de proximité. Arrêtons de penser que le numérique
numérique est une réponse et que la déshumanisation et qu'il suffit de se connecter sur Internet, ça vous fait une belle jambe dans un certain nombre de territoires en zone blanche. Moi, je vous garantis que déplacez-vous en Creuse et faites la souterraine Guéret. Là, il n'y a pas de problème. Le droit à la déconnexion, vous l'avez de façon automatique. Il n'y a pas de connexion possible. Donc, de ce point de vue-là, répondre que l'usager au nord, dans le département du Lot, il va pouvoir se connecter et être avec son administration à Toulouse pour avoir ses résultats, mais il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de possibilité d'y répondre. Donc, on doit réinternaliser du service public de proximité pour répondre à ses besoins. Pascal Pavageau, un mot pour terminer sur la manière dont est gérés les agents publics. Il y a une évolution. Le gouvernement a souhaité mettre en place une véritable DRH de l'État, la DGAFP qui devient une DRH de l'État. Et puis, Annick Girardin, là, dans une interview il y a quelques semaines à Acteurs Publics, dit qu'il faut changer les choses, il faut passer, pourquoi pas, à une fonction publique de métier. C'est extrêmement grave qu'un ministre ou une ministre de la fonction publique en vienne à affirmer quelque chose qui est totalement antinomique du statut général de la fonction publique. Nous défendons la fonction publique de carrière et les statuts, le statut général et les statuts particuliers. Pas uniquement pour des raisons catégorielles, parce que ce statut, c'est pas y compris que la neutralité du fonctionnaire, c'est aussi la qualification et la compétence permettant à des corps de fonctionnaires et d'agents publics de répondre de façon spécifique aux besoins de notre société. Donc il faut faire attention, on tape sur le fonctionnaire bashing, ça c'est le discours politique et politicien, on tente d'opposer d'ailleurs le fonctionnaire au reste de la population, au reste des actifs. Très bien, on a l'habitude et on sait répondre à cela. On ne leur donne plus les moyens de travailler, résultat les conditions de travail sont exécrables. Les usagers en ont assez et au bout du bout, on en arrive à dire également qu'on va casser le socle républicain qui est ce qui tient cette fonction publique en égalité de droit et en neutralité et en compétence, qui est le statut général. Ça, c'est la dernière digue et nous ne céderons pas. Nous sommes attachés au statut général de la fonction publique. Il y a des élections dans la fonction publique en décembre 2018. Je pense que le mot d'ordre que nous aurons à Force ouvrière pour défendre l'ensemble des agents publics et des fonctionnaires, c'est de défendre le statut. Et quand on défend le statut, on défend la République. Mais est-ce qu'il n'y a pas la nécessité, c'est en creux ce que dit le gouvernement, ce que dit la ministre, c'est de coller aux demandes des territoires et de dire que des territoires peuvent être gérés un peu différemment selon que vous êtes en Bretagne, selon que vous êtes dans le sud de la France. Est-ce qu'il faut maintenir donc cette gestion uniforme? Ça veut dire que c'est le préfet tout seul à l'échelle des régions. Alors il y a quand même les préfets. Ah, il y a un cadre, on se demande, parce qu'il y a une délégation de plus en plus au motif de déconcentration qui aboutit à ce que finalement le préfet organise comme il l'entend ses administrations sur l'échelle de sa région, de son territoire. Mais cet aboutissement-là, c'est détruire cette égalité de droit. C'est une gestion différenciée des mais ça c'est faux, ça c'est le discours d'accompagnement politique. La réalité c'est que cela va conduire avec d'abord une autonomie politique des régions. Les régions deviennent de plus en plus autonomes et omnipotentes pour pouvoir créer du droit et en plus l'État de surcroît adapterait ses services et y compris le service public qu'il rend sur le territoire de la région en fonction du lieu où il se trouve. Ça, c'est simplement rompre avec l'égalité républicaine. Nous ne sommes pas d'accord. Nous prônons l'égalité républicaine. Et si l'État lui-même ne garantit pas cette égalité de droit sur l'ensemble du territoire national, alors nous ne sommes plus en République. Donc ça, nous sommes totalement défavorables à cette logique de, en fait, décentralisation du pouvoir au préfet de région au motif de déconcentration. Ce n'est pas de la déconcentration qui est mise en place, c'est de la décentralisation de pouvoir. Et vous le direz au prochain président de la République, absolument, au prochain gouvernement. Absolument. Merci beaucoup. Comptez sur nous. Merci beaucoup Pascal Pavageau. À bientôt sur Acteurs Publics TV pour de prochains échanges.